je voudrais vous parler de cette affaire de la rétrogradation, la fin de la rétrogradation, qui va se produire d'ici à peu près un mois, la dernière quinzaine de juillet 2014, et qui devrait débloquer un certain nombre de situations qui étaient en gestation et qui, en quelque sorte, n'accouchent pas, n'avaient pas encore accouché. C'est un peu comme une forme de quelqu'un qui, quelque chose qui est là, qui est en potentiel, qui se prépare, mais on ne sait pas à quel moment ça va se faire. Le cas de Sarkozy est intéressant à ce point de vue-là, parce que quelque part, on l'attend au niveau de la phase martienne de Saturne, comme étant celui qui va sortir du rang, qui va mettre en avant, qui va faire l'unanimité en quelque sorte. Et puis, on a effectivement cette question d'un retard, d'une attente, qui est liée au fait que depuis le mois de mars, Saturne est rétrograde, et en Scorpion toujours, et ça a d'ailleurs commencé même avant, puisqu'il avait déjà considérablement ralenti son pas quotidien. Donc on a là, il faut donc faire de la bonne prévision astrologique, il faut recenser tout ce qui est dans l'attente, tout ce qui est dans l'instant. Les choses qui sont là, mais qui n'ont pas donné ce qu'elles auraient dû donner. Tout ce qui est en suspens, c'est-à-dire des clans du suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a du suspense dans cette phase, dans cette fin de rétrogradation, il y a un suspense. Qu'est-ce qui va réellement se produire, se passer? Et en termes, dans le contexte effectivement de la phase martienne, donc de la phase unitaire, de la phase de dépassement des différences, que ce soit notamment effectivement à l'humanité, ou dans d'autres domaines, au niveau européen, il y a des hommes providentiels qui vont se manifester dans cette fin de phase de cette ans. Comme je l'ai dit déjà, ce temps n'est pas du tout propice à une présence féminine forte. Tout au plus peuvent-elles être des faiseurs de rois, mais elles ne sauraient se mettre en avant sans créer des problèmes. Les femmes ne sont pas, dans les périodes unitaires, elles ne sont pas consensuelles. Elles ne savent pas très bien se positionner, se profiler. Et c'est une erreur, certainement, de mettre en avant des femmes. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est pas vraiment la tendance non plus. On n'arrête pas de remettre en question le travail de Madame Duflo depuis 2 ans, et je pense qu'on va continuer à casser du sucre sur le dos des femmes, à tort ou à raison d'ailleurs. Ça va être un peu les boucs émissaires d'une certaine forme de reprise. D'ailleurs, vous remarquerez que, assez étonnamment, les femmes ont joué un rôle important pour la mairie de Paris, mais que actuellement, on parle beaucoup moins des femmes qu'il y a quelque temps. J'attache beaucoup d'importance à cette question de l'alternance masculin-féminin parce que cela renvoie au dimorphisme de l'humanité. J'ai écrit récemment d'ailleurs des textes à ce sujet, inspirés notamment par Zacharias Sitchin, sur la 12e planète. D'ailleurs, c'est un terme qui peut être réfléchi à des astrologues, mais qui ne m'inspire pas spécialement. Mais par contre,
il y a en effet depuis 2003 la conviction dans les milieux de paléontologie que l'humanité est constituée en fait de deux espèces, celle de l'Homo sapiens et celle de l'homme de Néandertal, et qu'elles ont fusionné, qu'elles sont en symbiose. Et la thèse que je défends, qui est à mon avis une thèse assez nouvelle, qui est d'ailleurs pas évidente à accepter, c'est qu'il y aurait eu une sorte d'arrangement. Alors là, je renvoie aux travaux de Jean Saint-Denis aussi, toutes ces lectures assez compliquées de la Bible, l'homme et la femme, Adam et Ève, etc. Enfin, là, il y a des choses qui renvoient aux Elohim, qui renvoient aux extraterrestres. Voilà. Ça est assez confus, mais il y a certainement quelque chose de ce genre-là. Une introduction certainement d'une biotechnologie extrêmement pointue dans un monde qui était très, très peu avancé. Et notre biotechnologie actuelle n'est pas encore au niveau de celle qui a pu exister il y a déjà des millénaires, qui s'est ensuite perdue. Donc, dimorphisme, avec l'alliance des hommes et des femmes, mais qui s'est faite, non pas évidemment, comme c'est quelque chose totalement absurde, il faut imaginer que les Homo sapiens seraient uniquement des hommes et les Néandertaliens des femmes, parce qu'il n'y aurait pas eu les populations n'auraient pas pu vivre indépendamment comme elles l'ont fait. Donc il y a eu une espèce d'arrangement biologique, je ne sais pas, anatomique, j'en sais rien, qui a fait que les enfants mâles appartenaient à une espèce, et les enfants femelles à une autre espèce. Et un point, et je terminerai là-dessus, qui me paraît fondamental, c'est que il y a des comportements aujourd'hui qui trahissent justement ce dimorphisme et qui font que nos comportements ne sont pas forcément liés au présent. Ce sont souvent des comportements qui sont en fonction de conditionnements anciens et qui se sont perpétués, qui ont perduré. Je parle notamment, c'est un peu dans la ligne de John Gray et de son ouvrage Mécanisme de Mars et les femmes de vie, mais avec ma propre démarche, à savoir que les femmes n'ont pas le même rapport à la parole que les hommes, et que cette parole intense, récurrente, persistante et insistante qui est propre aux femmes dans leurs rapports sociaux ne fait sens, à mon avis, que dans un monde qui est très obscur. Alors, on ne voit pas l'autre. Ne le voyant pas, n'ayant pas un bon visuel, la parole va compenser, parce que la parole va donner un signe de présence. Que la présence purement visuelle ne fonctionne pas, donc il y aura une présence par la parole, par l'autre. C'est ce que je pense. Et par conséquent, les femmes perpétuent, alors que nous avons plus le problème de la vue, le problème de la lumière, enfin, nous sommes éclairés à tout point de vue, et elles continuent à fonctionner comme si elles vivaient encore dans un monde privé de lumière. C'est assez étrange. Et ce point-là, il me paraît fondamental. C'est une occasion d'ailleurs pour rappeler quand même que une bonne psychologie passe d'abord par la bonne connaissance du masculin et du féminin. Et là, j'ai rappelé dans mon travail sur les quatre éléments que à l'époque de Ptolémée, on ne distinguait pas les quatre éléments au niveau astrologique et qu'on distinguait par contre les signes masculins et les signes féminins de manière très très marquée. Et donc, il y a là des différences majeures qu'il faut absolument connaître. Et en tant qu'astrologue, on doit commencer par décrire cette généralité du masculin ou du féminin. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il fait sens d'entrer dans des précisions spécifiques, plus individuelles. Mais ne mettons pas le cheveu avant les deux. Et malheureusement, comme on sait, les astrologues n'ont pas reçu la formation nécessaire pour parler en général du masculin et féminin, en général des cycles. Ils ne peuvent parler que de façon individuelle et personnelle. Et donc là, il y a un problème de recyclage
n'y a pas de problème. Il faut impérativement que les astrologues suivent des formations qui leur donnent des connaissances globales sur le masculin et le féminin, sur le cycle vénusien et martien, et je suis à leur disposition pour leur fournir cette formation.